Bonjour et bienvenue sur l'Apothicaste. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 8. Santé, médecine et voyages transocéaniques à l'époque moderne avec Guillaume Linthe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apothicaste. Vous venez d'entendre le générique du podcast. Dans celui-ci, je vous invite à m'accompagner pour partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales. Et aujourd'hui, ce champ lexical de l'aventure est vraiment de circonstance. Je vous propose même littéralement d'embarquer avec moi dans cet épisode autour de la santé et de la médecine navale à l'époque moderne, une époque pendant laquelle les frontières du monde occidental sont repoussées suite, entre autres, à la découverte, avec les guillemets qui s'imposent, du continent américain par Christophe Colomb, une époque où les voyages transocéaniques se développent tout autant que l'expansion coloniale des pays du vieux continent. Comme invité, que dis-je, comme capitaine pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Linthe. Bonjour Guillaume. Bonjour Bastien. Guillaume, tu es docteur en histoire, actuellement en postdoc à l'Institut éthique Histoire-Humanité de la Faculté de médecine de l'Université de Genève, et en 2019, tu as soutenu une thèse à l'Université Paris-Est qui s'intitule « Médecine et santé des voyageurs transocéaniques français à l'époque moderne, 16e-18e siècle », sous la direction de Roberto Poma et Jacques Paviot. Alors, Guillaume, avant d'aborder réellement le sujet, comment on en vient à s'intéresser aux voyages transocéaniques, pendant l'époque moderne en particulier, et comme prisme d'étude, la question de la santé? C'est un peu un long parcours de recherche en fait qui a commencé pour moi quand j'ai fait mon master d'histoire à Tours au centre d'études de la Renaissance et en fait à cette époque-là j'étais plutôt tourné vers la fin de l'époque médiévale. J'ai voulu travailler sur les premiers récits de voyage d'exploration européens en Afrique de l'Ouest, en particulier les récits portugais, mais il y avait aussi des récits italiens. Et ce qui m'a tout de suite assez intéressé donc dans cette étape de l'exploration portugaise qui a consisté à chercher à contourner le continent africain pour accéder notamment à l'océan Indien. Et puis il y avait aussi toute une recherche de l'origine de l'or et de l'origine des épices de la part des Portugais. Et en fait, à cette époque-là, j'étais à la recherche de c'est quoi l'expérience du voyage à cette époque? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment est-ce qu'une personne du 15e siècle qui va voyager va voir l'expérience en fait de cette nouvelle forme de voyage assez lointaine. À partir de mes premières recherches, je me suis vraiment rendu compte que la santé, c'était quelque chose qui était primordial dans tout ça. Et donc, quand j'ai commencé à préparer mon sujet de thèse, je me suis dit, voilà, parmi les choses qui définissent le plus pour une personne le fait de faire des longs voyages en mer, il me semble que c'est la santé. Et donc, du coup, j'ai décidé d'orienter ma recherche dans ce champ-là. Et donc, j'ai un petit peu changé de cadre géographique parce que je m'intéressais plutôt à la littérature et au voyage portugais. Je me suis dit, je vais plutôt m'intéresser à la littérature et au voyage français, qui sont un peu moins connus dans l'historiographie parce qu'il y a eu des travaux importants qui ont été faits par des historiens portugais sur le Portugal ou sur l'Empire britannique en particulier. Et sur le cas français, il n'y avait pas grand-chose. Je me suis dit, c'était une bonne occasion de creuser cette question de l'expérience du voyage à travers la santé sur un cas très peu étudié jusqu'ici. Et du coup, quand on parle de ces voyages transocéaniques, à cette époque, qui sont les voyageurs? Où vont-ils? Pourquoi voyagent-ils? Alors au niveau européen, les toutes premières motivations, c'est celle d'accéder notamment aux richesses du continent africain ou de l'océan Indien en contournant ce qui était perçu comme un obstacle, qui était toutes les régions occupées par les musulmans, qui en fait faisaient office d'intermédiaire, notamment dans le fait de pouvoir amener l'or et puis tout un ensemble de richesses en Europe. Donc il y avait vraiment un souhait économique, on va dire. Les Français arrivent un peu plus tard sur scène. Les premières motivations finalement qu'on retrouve, elles sont un peu étonnantes parce que c'est des motivations économiques et en particulier la pêche. Le plus grand nombre de voyages transocéaniques français qu'on repère dès le début notamment du XVIe siècle, ce sont les terre-neuviers, c'est-à-dire des bateaux qui vont pêcher au large des côtes d'Amérique du Nord, la morue notamment.
C'est des gens qui ont laissé très peu de traces écrites, on a vraiment très peu de choses sur eux, mais c'est important de les mentionner. C'est vraiment une des premières motivations, en fait, de traverser l'océan du point de vue des Français. Et ensuite, voilà, les principales motivations sur l'époque moderne, elles sont premièrement économiques, le commerce. Alors en Amérique du Nord, elle est commercée les fourrures notamment avec les populations locales. En Asie et dans l'océan Indien, il y a notamment voilà tout un commerce autour des épices, autour des indiennes. Ces tissus qui étaient exportés vers la France. Et après, il y a aussi le trafic des esclaves qui s'organise en particulier pour la France à partir du XVIIe siècle et qui va être une motivation importante. Et cette motivation-là, elle est très liée à une autre motivation principale, qui est celle de la colonisation. Parce que après certaines tentatives pas très fructueuses au XVIe siècle, le royaume de France commence à implanter son empire colonial, en particulier en Amérique du Nord, en Nouvelle-France et dans les Antilles. Donc à partir de ce moment-là, voilà, le voyage transocéanique devient une vraie nécessité pour assurer la connexion entre les deux, pour déplacer les colons. Il y a aussi la guerre, qui est une des motivations importantes. Voilà, les conflits notamment au XVIIIe siècle, avec voilà la guerre de 7 ans en particulier, c'est des conflits qui commencent à se mondialiser. C'est-à-dire qu'on se bat pas seulement le long des côtes européennes, mais on se combat aussi dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique. Donc, il y a toute une organisation stratégique qui fait que le voyage transocéanique devient vraiment super important. Et ensuite, alors ça commence dès le XVIe siècle, mais ça s'intensifie encore plus au XVIIIe siècle. C'est tout ce qui a trait à l'exploration scientifique, dans un premier temps plutôt géographique, qui est aussi lié voilà à la recherche de nouvelles terres, de l'exploration du monde. Et au XVIIIe siècle, il y a aussi tout un ensemble de premières explorations qui ont d'autres visées aussi. Voilà, aller étudier la flore, la faune, la géologie de certains nouveaux pays. Puis voilà, il y a les premières explorations aussi vers les pôles nord et sud. Donc voilà, on est vraiment dans de l'exploration scientifique. Alors, les personnes qui voyagent, elles sont vraiment très diverses. On va dire la principale population, ce sont les marins, et en particulier ce qu'on va appeler les membres de l'équipage. Et on a différents types de marins. Il y a les marins de la marine royale, il y a des marins, on va dire, plus indépendants qui travaillent pour des entrepreneurs de commerce dès le XVIe siècle et le XVIIe siècle, qui organisent des expéditions commerciales à titre privé ou dans des petites structures communautaires de marchands, par exemple à Saint-Malo. Et ensuite, au XVIIIe siècle, il y a aussi une autre structure qui est assez importante, qui est la Compagnie des Indes, qui a été créée en 1664, mais qui s'épanouit en particulier dans sa deuxième version à partir des années 1720. Et un historien très important qui a travaillé sur la Compagnie des Indes, qui est Philippe Audrey, il estime par exemple qu'il y a eu environ 900 bateaux d'armée entre 1720 et 1770 par la Compagnie des Indes, pour un total d'au moins 25 000 personnes qui ont voyagé. Alors après, au-delà des marins, alors bien sûr, il y avait, on va dire, les classes supérieures de marins, les officiers de marine, donc le capitaine et puis les principaux officiers du navire. Mais ensuite, il faut vraiment réaliser qu'un bateau, notamment un bateau qui va loin, c'est une vraie petite ville en fait. Il y a aussi, notamment dans les bateaux de la Compagnie des Indes, tout un ensemble de personnes qui va voyager, par exemple les domestiques qui vont accompagner les notables du navire. Il y a les agents de commerce de la Compagnie des Indes, notamment, qui doivent être transportés d'un lieu à un autre. Parfois, il y a aussi des femmes à bord. Il y a notamment les compagnes de certains membres de la Compagnie des Indes, par exemple, qui vont voyager avec leur mari. Bien sûr, il y a les colons. On a les savants qui commencent à voyager, en particulier au XVIIIe siècle. Et ensuite, il y a les esclaves aussi, qui sont une part très importante des personnes qui sont embarquées à bord des navires. Et puis, il y a les clandestins, où là, bien sûr, c'est les plus durs à chiffrer, mais il y avait beaucoup de clandestins. Il y a aussi des enfants. Alors, des enfants qui peuvent être les enfants des familles, soit de colons, soit des familles d'agents de comptoir de la Compagnie des Indes, qui peuvent être transportés, mais il y a aussi une population importante d'enfants qui travaillent dans les bateaux, ce qu'on appelle généralement les mousses, qui pouvaient être très jeunes, qui pouvaient avoir 10, 11 ans, et qui commençaient leur apprentissage à bord, et qui étaient assez nombreux. Par exemple, voilà, sur les 25 000 personnes marins qui voyagent sur la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle, il y aurait 10% qui seraient des enfants. Et alors après, où vont-ils
en très rapidement, je dirais, un petit peu partout. Alors, pour la France, principalement l'Amérique du Nord, le Canada, l'espace Caraïbe, voilà, qui est colonisé à partir du XVIIe siècle, hein, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, qui devient un des lieux les plus importants de la colonisation française, la côte ouest africaine en particulier, et ensuite il y a voilà des comptoirs installés en Inde, en particulier sur voilà Pondichéry, hein, c'est dans les plus connus, mais aussi au Bengale. Et puis ensuite, on retrouve des navires français qui vont vraiment un petit peu partout, à Sumatra, en Asie, et aussi dans l'océan Pacifique, dans le cadre de l'exploration, hein, notamment le voyage de Bougainville, par exemple, où on découvre Tahiti. Enfin, on découvre, là, il y a des rivalités avec les Anglais sur qui est le premier à avoir découvert, mais voilà, c'est un ensemble très vaste. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose qui évolue au cours de cette époque moderne, et aussi en fonction des objectifs du voyage. Mais est-ce qu'on sait, en fait, quelle est la durée moyenne de ces voyages? Pendant combien de temps peuvent-ils être sur la mer sans poser pied à terre? Et ce qui est important déjà de préciser, moi, la manière dont j'ai appréhendé cette question du voyage transocéanique, parfois plus que de la navigation transocéanique, c'est qu'en fait, c'est pas seulement le temps passé en mer qui est important, c'est la globalité du voyage, qui est fait de temps passé en mer et de temps passé à terre, soit pour des escales, soit pour des hivernages, c'est-à-dire parfois on arrive dans certains lieux et puis notamment dans l'océan Indien, en fonction des moussons, et ben il faut rester plusieurs mois avant de repartir, sinon c'est trop dangereux. Ou alors en Afrique, des fois on reste plusieurs mois le temps de réunir la marchandise humaine qu'on veut déporter dans les Antilles. Donc c'est important de considérer déjà les voyages un petit peu comme un ensemble. Et c'est d'autant plus important que en fait, la durée des voyages, alors déjà, elle est très variée, mais globalement, elle évolue peu sur la période, parce que même si les navires deviennent de plus en plus grands, il y a ce que l'historien Olivier Chaline a appelé un peu voilà un tournant océanique de la marine française, en particulier au XVIIIe siècle, où on a voilà la volonté de construire des bateaux de plus en plus grands. Mais malgré ça, il y a pas vraiment d'évolution technique qui font que les bateaux déjà vont plus vite. Et donc, ce qui est intéressant quand on s'intéresse vraiment aux durées de ces voyages, c'est que par exemple, le commerce triangulaire, un navire négrier qui partait de Nantes, le temps qu'il aille en Afrique, qu'il reste plusieurs mois sur place, le temps d'acheter des esclaves, qu'il aille ensuite aux Antilles, les revendre et qu'ils reviennent à Nantes, ça prenait, on va dire, un temps moyen d'une vingtaine de mois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce temps-là, les deux tiers sont passés à terre finalement. Il y a un temps très important qui est passé à terre. Et si on compare par exemple avec les durées mises par les navires de la Compagnie des Indes pour aller en Chine ou pour aller au Bengale, c'est aussi à peu près 20 mois, mais avec un rapport inversé de plutôt deux tiers du temps passé en mer et un tiers du temps passé à terre. Donc en fait, il y a une grande diversité et c'est vraiment important de prendre tout en considération parce que c'est vrai que par exemple, il y a le temps passé en mer, mais dans le cadre de certains hivernages, les marins continuent d'habiter le bateau en fait. Des fois, ils descendent à terre, mais leur lieu d'habitation, pour beaucoup, ça reste le navire, même durant ces moments-là. Donc, ça fait vraiment partie intégrante du voyage pour la plupart du temps. Alors après, si on veut donner des exemples aussi concrets de temps de navigation, par exemple, quand on va de France jusqu'aux Antilles, quand tout se passe bien, ça prend à peu près 2 mois. Donc là, c'est vraiment 2 mois sans voir terre. Et après, encore une fois, c'est variable. Ça peut prendre un mois et demi si le vent est plutôt bon. Et si on se perd ou si le temps est moins bon, ça peut prendre 3 mois, voire plus. C'est vraiment bien sûr après, ça engendre des problèmes d'organisation qui sont difficiles à prévoir. Et c'est pour ça qu'il y a une organisation du temps qui est vraiment très importante dans les navigations transocéaniques. Parce que par exemple, justement, quand on veut aller dans l'océan Indien, il faut prévoir son temps de départ vis-à-vis des moussons. Et donc, on peut partir seulement à certaines périodes de l'année. Et si on part pas au bon moment, on va voir son voyage se rallonger peut-être de 6 mois parce que il va falloir s'arrêter quelque part. On va pas pouvoir traverser l'océan Indien en temps voulu. Mais cette notion de temps et de trajet des navires, ça me rappelle ce qu'on a évoqué avec Zoé Dubus dans le premier épisode de la Podcast à propos du temps qu'on a mis entre la découverte des feuilles de coca en Amérique et la capacité qu'on a eue de les amener en Europe. J'invite les auditeurs à réécouter cet épisode ou à le découvrir. Ça fait vraiment écho à ce sujet. Maintenant que tu as bien posé ce contexte, on va s'intéresser un peu plus à la question sanitaire. Est-ce que tu peux nous parler des conditions sanitaires dans lesquelles se déroulent ces voyages? Quels sont les problèmes de santé que l'on va rencontrer?
Déjà, au niveau des conditions sanitaires, ce qu'il faut réaliser justement, c'est que tout le temps d'un voyage et même quand on a accosté à terre, en fait, les marins, ils vont partager ensemble un espace de vie qui est très restreint, en fait. Hmm. Et notamment, alors il y a, on va dire, les officiers et puis après les officiers très supérieurs, le capitaine, eux, ils ont des espaces un petit peu déterminés dans le bateau. Voilà, ils ont des quartiers en marge de la majorité de la population du navire, que sont les matelots et les mousses. Mais tout le reste de cette population, en fait, est confiné. Alors bien sûr, travaille à l'extérieur du bateau, mais est confiné dans un espace réduit qui est l'entrepont. Cet espace-là, c'est à la fois un lieu de stockage des denrées, c'est un lieu de vie, et c'est aussi un lieu où il y a plein de choses différentes. Et par exemple, il y a beaucoup d'animaux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu, mais c'est vrai qu'il y a des enclos à animaux qui partagent l'espace où vivent et dorment les matelots. Voilà, ça crée on va dire, dans cette partie-là, un état de promiscuité qu'on a du mal à réaliser, de saleté, bien sûr, qui est très important, parce que il y a les déjections des animaux, par exemple. Aussi, en fonction des gens qui voyagent, quand c'est pas des gens qui sont habitués à la mer, hein, par exemple, une catégorie que j'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est les soldats. Il y a des soldats qui voyagent soit pour se battre en mer, mais aussi pour être emmenés vers les colonies, par exemple. Et quand ils sont pas habitués à la mer, vous pouvez avoir des dizaines de personnes qui ont le mal de mer et qui vomissent. On est vraiment dans une sorte un petit peu de cloaque quand même dans cet espace enfermé qui est, voilà, d'un point de vue sanitaire assez difficile et bien sûr qui est très propice à la diffusion des maladies. Ensuite, c'est un espace qui est aussi très humide. On ouvre aussi ce qu'on appelle les sabords, les petites fenêtres le long des bateaux. Mais bon, du coup, il peut aussi y avoir des courants d'air, mais il y a beaucoup d'humidité dans ces lieux. Et puis, il y a une vraie, voilà, quand on parle de promiscuité, un exemple qui est important, c'est ce qu'on appelle l'amalotage. En fait, c'est le fait que, alors, pendant une longue période, en fait, on n'a pas de hamac, comme on s'imagine souvent dans les bateaux, mais les marins dorment un petit peu partout sur des matelas de fortune qui partagent entre eux. Et quand les hamacs en fait commencent à se développer, en fait, il n'y a pas un hamac par personne, mais il y a généralement un hamac pour 2 ou 3 matelots. Donc voilà, on peut, en termes d'hygiène, bien sûr, par rapport à nos standards d'aujourd'hui, c'est Ouais, c'est un niveau de promiscuité qu'on a du mal à imaginer. Ouais. voilà. Alors après, par contre, sur d'autres points comme l'alimentation, si on prend pas ça, justement, si on prend ça dans le contexte de l'époque, on va reparler après par rapport à certaines maladies, mais globalement, les marins sont plutôt bien nourris. Sauf quand il y a des problèmes, bien sûr, de rationnement, quand le voyage dure trop longtemps. Mais globalement, ils ont des rations qui sont plutôt bonnes. Et c'est vrai que des comparaisons qui ont été faites, finalement, un marin est un petit peu mieux doté que des paysans français à la même époque. Donc voilà, après, les problèmes de santé, ils sont bien sûr très importants et très variés. Donc il y a beaucoup de maladies infectieuses, même si on les conçoit pas comme telles à l'époque, hein, on est dans d'autres paradigmes, mais il y a le typhus, ce qu'on appelait généralement la fièvre des vaisseaux. Il pouvait y avoir tout un type de fièvre très important, plus ou moins identifié, des problèmes de diarrhée, de dysenterie, des rhumes. Il y a la fièvre jaune qui se développe beaucoup à partir de la fin du XVIIe siècle et qui devient un problème majeur au XVIIIe siècle, des maladies respiratoires, des maladies vénériennes aussi, parce que il y a une vie sexuelle à la fois dans les bateaux et puis aussi liée aux escales. Ensuite, il y a aussi voilà des problèmes. Alors encore là, c'est anachronique de dire comme ça, mais de notre point de vue, des avitaminoses, hein, comme le scorbut, bien sûr, Mhm. ou des problèmes liés à une alimentation carencée qui se développe chez les marins. Et puis aussi, alors là, c'est entre la pathologie et la gêne, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet de discussion à l'époque et ça l'a été encore après. Il y a le mal de mer, qui est aussi une difficulté pour les personnes qui voyagent. Et voilà, ce qui est important avec ça aussi, c'est de comprendre à quel point la maladie était un pan essentiel de la vie à bord des navires, notamment si on compare par rapport aux autres causes de mortalité, parce que il y a plein d'autres risques d'être blessé ou d'être tué, de perdre la vie pendant ce type de voyage. Hein. Il y a les risques de noyade, bien sûr. Il y a les risques d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents de personnes qui tombent, voilà, en étant sur les mâts, par exemple. Il y a aussi des risques liés à la violence, hein, au fait qu'il y ait des combats navals, qu'il y a des blessés. Parfois aussi des relations conflictuelles avec les lieux qu'on fréquente dans les différents endroits du monde. Il y a des attaques d'animaux. Voilà, les attaques de requins, c'est
c'est pas né avec les dents de la mer. Il y a des représentations assez marrantes d'ailleurs de personnes qui sont fait attaquer par des requins. Et puis voilà, il y a bien sûr le fait de mourir de soif, mourir de faim quand il y a des pénuries. Mais globalement, les chiffres, alors notamment là, qui ont été produits par Philippe Audrey, ils montrent que dans la Compagnie des Indes du XVIIIe siècle, la principale cause de mortalité, ce sont les maladies, à hauteur de 75%. Donc, c'est vraiment le plus grand péril, on va dire, pour une personne qui fait un voyage transocéanique, c'est le risque de mourir de maladie ou du moins de tomber malade. Tu en as pas parlé quand tu as parlé des voyageurs un peu plus tôt dans cet entretien. Est-ce qu'il y avait du personnel médical à bord, notamment des médecins, peut-être des chirurgiens, voire même des apothicaires? Oui, alors ça évolue avec le temps. De ce que j'ai trouvé dans mes travaux, on a tout d'abord, au XVIe siècle, un personnel qui est très limité, voire absent. Il n'y avait pas toujours du personnel médical. Par exemple, sur les Terre-Neuviers, il semble qu'il n'y en ait pas eu, que ça se développe plutôt à partir du moment où on fait des voyages un petit peu plus lointains, et puis notamment des voyages de commerce, avec un personnel qui est un personnel de chirurgiens navigants, mais qu'on peut confondre, qu'on appelle beaucoup à l'époque les barbiers, en fait. C'est pas vraiment des personnes très formées en médecine, mais qui sont là avant tout pour exécuter des saignées et puis des points, on va dire, basiques de santé. Mais on trouve notamment à partir de l'époque d'Henri IV, plutôt à des échelles locales, notamment dans les ports, mais des arrêtés royaux qui demandent qu'à partir d'un certain nombre de passagers dans un bateau, enfin de marins, il y ait la présence d'au moins un chirurgien. On a ensuite au XVIIe et puis encore plus au XVIIIe siècle une structuration un peu plus précise, notamment à la fin du XVIIIe siècle, il y a une ordonnance qui est très importante dans l'histoire de la marine, c'est celle du mois d'août 1681, qui va là structurer le fait qu'il est obligatoire d'y avoir des chirurgiens navigants dans les bateaux, en tout cas à partir d'un certain seuil de voyageurs, et en particulier pour ceux qui exécutent des voyages transocéaniques. À partir de ce moment-là et au XVIIIe siècle, on voit une professionnalisation d'une catégorie de chirurgiens navigants qui sont voilà spécialistes des navigations maritimes, et ça va vraiment s'institutionnaliser à partir des années 1720, parce qu'en 1722, il y a une école de chirurgie, la première école de chirurgie navale d'Europe, qui est fondée à Rochefort, et qui va former en fait des chirurgiens navigants qui sont vraiment une nouvelle catégorie de professionnels de santé. Dans cette école-là, ils vont apprendre les bases de la chirurgie, bien sûr. Alors au sens de l'époque, chirurgie, c'est faire des saignées, savoir cautériser des plaies, et puis savoir faire des amputations. Mais on va aussi leur apprendre d'autres choses, des bases de médecine générale et des bases aussi de pharmacie. On va leur apprendre, parce qu'en fait, le chirurgien navigant à bord, ce qui est on va dire, sur tout le long de la période, ce qui est le plus commun, c'est d'avoir un chirurgien à bord, ou deux, parfois un chirurgien avec ses assistants, qui va être en fait un acteur assez polyvalent et qui va être à la fois celui qui pratique les opérations, qui pratique les saignées, celui qui décide quel remède on va donner aux malades, et celui qui va les préparer. Donc c'est assez intéressant, parce que le voyage transocéanique en fait a donné lieu au développement d'une nouvelle figure de la santé. D'ailleurs, c'est un modèle qui va être reproduit, parce que dans les années 30, il y a deux nouvelles écoles qui ouvrent dans les deux autres principaux arsenaux du royaume, qui sont Brest et Toulon. Donc tu évoquais certaines pathologies tout à l'heure, certaines maladies qu'on arrive à comprendre aujourd'hui avec notre regard du XXIe siècle. Mais à l'époque, comment était comprise, comment était perçue la santé et les maladies que développaient ces marins? Oui, c'est une question vraiment très importante, parce que on a un regard très anachronique en fait sur ces voyages. C'est vrai que de notre point de vue actuel, on a l'impression que ce qui est difficile dans ces voyages, c'est le fait de faire des longues traversées sans pouvoir toucher terre. Et qui dit ne pas pouvoir toucher terre, c'est ne pas pouvoir manger de vivres frais. On n'a pas de frigo bien sûr à l'époque, on transporte quelques aliments qui sont frais, mais c'est vraiment très compliqué. Et puis, il y a eu ensuite toute cette histoire qui a été un petit peu mythifiée par l'histoire de la médecine autour de James Lind, qui aurait découvert le fait que le citron permettant de guérir et de préserver du scorbut, c'était à cause de l'alimentation que le scorbut et d'autres maladies pouvaient arriver en mer. Et en fait, ça, c'est totalement faux. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour la médecine des XVIIe et XVIIIe siècles, quand commence à se structurer, on va dire, une pensée médicale autour de la santé des marins, ça arrive en particulier à partir de 1671, avec un traité par le médecin de La Rochelle, Nicolas Vénette, traité du scorbut,
mais qui en fait, sous le nom de scorbut, désigne toutes les maladies qui touchent les marins. C'est le sous-titre de son livre. Et on est dans plutôt une représentation tournée vers l'environnement. C'est-à-dire que pour la grande majorité des médecins du XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui provoque les maladies en mer, c'est l'environnement dans lequel vivent les marins. Alors, après, il y a des débats entre eux. Pour certains, c'est avant tout, on va dire, l'espace créé, notamment celui de l'entrepont, avec le fait qu'il y ait des émanations qui proviennent à la fois des hommes, des animaux, et on est beaucoup dans l'idée, en fait, qu'il y a ce qu'on appelle des miasmes qui se transportent dans l'air et qui vont créer un environnement, en fait, tellement délétère, tellement putride, que des maladies vont se déclencher chez les êtres humains qui les respirent. C'est des notions très antiques finalement. On a l'impression d'entendre des concepts d'Hippocrate, de Galien. Ah mais tout à fait, en fait, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on est vraiment dans ces notions-là, et même on est dans une période où la médecine des voyages transocéaniques, elle s'est vraiment redéveloppée, notamment sur un traité d'Hippocrate, qui est toujours resté connu, mais qui est vraiment revenu, on pourrait dire, très à la mode avec l'expansion océanique européenne, qui est le traité des airs, des eaux et des lieux. Et qui est un traité, en fait, qui permet d'analyser les maladies provoquées et la santé des populations par rapport aux paramètres de leur environnement. Et c'est vraiment à travers cette base-là que les médecins explorent la santé des marins et essayent de comprendre pourquoi ils tombent malades, qu'est-ce qui dans l'environnement va le provoquer. Et pour eux, en fait, une des maladies qui se développe assez rapidement, et notamment avec James Lind, et après avec un autre auteur français qui devient on va dire, le plus important médecin de médecine navale français, qui est Antoine Poissonnier d'Esperrières, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est pas seulement le fait que dans l'entrepont, l'air est nocif et toxique et rempli de mauvaises émanations de tout ce qui y habite, mais qu'en fait, c'est l'environnement maritime lui-même. C'est l'humidité de l'air marin qui, en fait, rendrait tout simplement impropre à la vie le fait de rester en mer trop longtemps. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est à partir du milieu du XVIIIe siècle et avec James Lind notamment, l'idée que l'environnement maritime, il est un peu inhabitable. Et que le fait qu'il soit inhabitable, ça se matérialise par le fait de développer des maladies, et en particulier le scorbut. Et pour James Lind, qui provoque le scorbut, c'est pas du tout le fait de pas manger d'aliments frais, c'est à cause de l'humidité de l'environnement maritime qui en fait enrobe les personnes qui évoluent dedans. Et Antoine Poissonnier d'Esperrières, lui, il va reprendre l'idée de James Lind et il va un petit peu la développer. Il va expliquer que toutes les maladies des marins, elles sont liées à une seule cause. Alors là, on est vraiment dans le paradigme de cette médecine, c'est que cet air humide qui va enrober les marins, elle va provoquer chez eux l'empêchement d'une forme de transpiration qu'on appelait la perspiratio, la transpiration insensible, qui avait été inventée par un médecin qui s'appelle Santorio Santorio au XVIe siècle, et que le fait d'empêcher, on va dire, les excréments du corps de sortir par cette transpiration, ils étaient retenus à l'intérieur du corps, et que du coup, on tombait malade. Et en fait, il y a vraiment une forme de fatalisme qui se développe, de dire, mais dans l'environnement maritime, on tombe forcément malade. Et d'ailleurs, Antoine Poissonnier d'Esperrières dit que tous les marins, à partir du moment où il reste un certain nombre de semaines en mer, développent ce qu'il appelle une cachexie scorbutique, et que en fait tous les marins sont un petit peu scorbutiques et que toutes les maladies qu'ils vont développer vont être presque uniquement liées à ce facteur environnemental. Alors, quels sont les moyens qui vont être mis en place pour tenter de lutter contre ces maladies? Les moyens qui vont être mis en place, ils vont tous aller dans le sens logique en fait de la médecine de cette époque, c'est-à-dire lutter contre l'environnement de l'intérieur du navire et l'environnement maritime. Alors, ce qu'on retrouve dès les premiers récits de voyage, par exemple les voyages de Samuel Champlain, qui écrit un petit livre sur le bon comportement et comment doit faire un bon capitaine de navire pour tenir son bateau, explique que ce qui est très important, c'est d'une part que les marins aient une certaine hygiène, qu'ils se rasent, qu'ils soient relativement propres, mais aussi et surtout que le navire soit parfaitement entretenu. On l'aère très souvent en ouvrant les sabords, ces petites fenêtres, et aussi qu'on le nettoie. Que tous les jours il soit nettoyé, par exemple au vinaigre ou voilà avec d'autres choses qui vont paraître aseptisantes aux yeux des personnes de cette époque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une stabilité dans cette représentation, parce que quand, en 1681, on a la première réglementation qui se met en place sur l'entretien des bateaux, il y a vraiment des obligations très précises qui sont données sur la manière dont on doit tenir propre un navire. Et parmi celles-ci, en fait, il y a le fait de gratter très souvent le pont, l'entrepont, de le nettoyer quotidiennement, de faire ce qu'on appelle le branle-bas, c'est-à-dire de vraiment voilà, enlever tout ce qui peut être enlevé de l'entrepont, de l'aérer. Tout ça, ça va dans le sens d'améliorer la qualité de l'air, qui est vraiment perçu comme crucial, c'est-à-dire que si on nettoie bien l'enclos des animaux, par exemple, eh bien l'air va être plus sain. Si on nettoie bien correctement le sol de l'entrepont, la qualité de l'air va être meilleure, donc il y a moins de risques de maladie. Donc voilà, il y a des réglementations qui sont mises en place et qui ensuite vont aussi demander à ce qu'il y ait une certaine coercition au niveau des marins et de leur comportement. C'est-à-dire qu'à la fois, on agit sur l'environnement du bateau, en le nettoyant, en l'aérant, et en même temps, il y a un contrôle des corps qui vraiment s'effectue, des corps et des comportements des marins, où en fait, dans la société que compose un navire, il y a les matelots, et il y a les officiers supérieurs, on pourrait dire, de l'état-major, mais il y a aussi ce qu'on appelle les officiers mariniers, qui eux sont des matelots, mais qui en fait ont un rôle un peu d'encadrement des autres matelots, et qui eux sont censés faire attention à ce que les marins ne jettent pas des déchets dans le bateau, à ce qu'ils se tiennent propres, à ce qu'ils aient une hygiène qui soit conforme en fait aux impératifs collectifs. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, on a vraiment une médicalisation importante. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, c'est un petit peu, à la fois, il y a une littérature de médecine navale qui commence à se développer assez timidement, et on n'a que quelques traités avant le milieu du XVIIIe siècle de médecine navale. Et finalement, les réglementations, elles sont plutôt élaborées par des gens qui sont pas des médecins, qui sont pas des chirurgiens, mais plutôt par des officiers de la marine. Et en fait, comme à partir du moment où, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les traités de médecine navale se multiplient, et qu'en fait, il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est Pierre-Isaac Poissonnier, qui en fait est le frère du principal auteur de médecine navale, qui est Antoine Poissonnier d'Esperrières. Et en fait, c'est un médecin aussi, il va devenir, dans les années 1670, l'un des principaux conseillers du ministre de la Marine. À partir de ce moment-là, on observe une médicalisation, notamment de la réglementation. C'est-à-dire que tout ce qui a été produit par les médecins au XVIIIe siècle va se retrouver, et on le voit notamment à travers le vocabulaire, va se retrouver comme des obligations faites dans les réglementations de marine à partir des années 1760. Et là, on retrouve des choses comme le fait d'obliger l'inspection de la bouche des marins par les chirurgiens navigants, ou le fait pour le chirurgien de faire des inspections plus complètes de l'état du navire. Au-delà de ces moyens de prévention et de cette réglementation qui évolue également, est-ce qu'on observe des innovations médicales ou techniques qui sont spécifiques à la santé des marins? Oui, parfaitement. C'est un pan qui est vraiment très fort, notamment, encore une fois, finalement, dans l'innovation thérapeutique, on retrouve des choses. Et tout ça, ça se développe à partir des années Colbert, dans les années 1670, quand est structuré un nouveau secrétariat d'État de la marine. Et on voit qu'il y a une activité inventive très forte qui se développe. On a des remèdes, beaucoup de remèdes contre le scorbut, qui sont proposés au ministre de la Marine. On a des nouveaux instruments de chirurgie, par exemple des trépans qui sont adaptés au roulis du navire, ou encore d'autres types d'innovations qui sont destinées à améliorer le confort des malades, hein. Par exemple des lits faits exprès pour les malades, ou des éléments permettant de maintenir des jambes ou des bras fracturés. Mais un élément vraiment qui moi m'a le plus intéressé, parce qu'il recoupe les interrogations des médecins et les conceptions des médecins et des chirurgiens sur qu'est-ce qui provoque les maladies des marins, ces paramètres environnementaux, c'est le développement de systèmes destinés à renouveler l'air des navires. Ça, c'est vraiment la chose qui est vue comme l'innovation technique la plus centrale du milieu du XVIIIe siècle, et potentiellement celle qui pourrait permettre de donner un avantage à une marine française
anglaise sur une autre marine si ça fonctionnait. Est-ce que tu pourrais nous présenter un exemple concret d'évolution technique éventuellement? Ce qui se développe dans un premier temps en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle, c'est l'invention de ce qu'on pourrait appeler le ventilateur, qui est désigné comme tel, voilà, qui sont des machines. Alors il y a une machine, on parle de soufflet, notamment par celle de l'anglais Samuel Sutton, ou le ventilateur d'un autre Britannique, Stephen Ells. Et ça, au milieu des années 50, les Britanniques commencent à développer ces machines, en fait, qui permettent d'aspirer l'air et de le ventiler, et donc de faire rentrer du nouvel air qui est perçu comme pur dans les navires pour remplacer l'air vicié et humide de l'intérieur. On se servait aussi de ces ventilateurs-là pour faire des fumigations, par exemple parfois à base de soufre ou à base d'autres produits qui permettaient de déshumidifier l'air. Voilà, et donc dans la pensée médicale de le rendre moins dangereux. Et ce qui en fait est vraiment très important avec ça, avec l'histoire des ventilateurs, c'est que la marine française, à partir des années 1750-1760, elle s'y intéresse beaucoup, elle regarde ce que font les Britanniques, notamment après la guerre de 7 ans, où c'est vraiment un drame pour le Royaume de France, avec la perte des colonies d'Amérique du Nord. Et il y a vraiment l'idée selon laquelle la marine française n'est pas à la hauteur, notamment du point de vue sanitaire, parce que le plus grand nombre de morts dans ce conflit a été causé par des maladies. Et donc la marine française veut pas se faire distancer encore une fois par notamment la marine britannique et étudie vraiment ce qui se fait en Grande-Bretagne. On voit passer des échanges, notamment entre le ministre de la Marine, son conseiller Pierre-Isaac Poissonnier, des médecins des ports de Rochefort, de Brest. On cherche à voir comment est-ce qu'on pourrait adapter ces ventilateurs britanniques sur les navires français. Et encore une fois, il y a des inventeurs qui se manifestent, qui proposent des choses. Et un jour, à la fin des années 1770, il y a un mécanicien de marine qui s'appelle Henry Wellers qui propose ce qu'il présente comme un nouveau modèle de ventilateur. Et ce modèle de ventilateur-là va être, comme toutes les inventions de marine de cette époque, va être étudié en premier lieu par Pierre-Isaac Poissonnier, qui va dire ça c'est quelque chose d'intéressant, il faut vraiment qu'on étudie ce ventilateur. Et ils font des essais et puis ils trouvent que ce ventilateur-là marche bien. Et le ministre de la Marine décide au début des années 80 d'équiper tous les navires de la marine française avec ce ventilateur. C'est vraiment perçu comme la solution, l'innovation technique majeure de la fin du XVIIIe siècle, celle qui va permettre, en créant la possibilité de modifier l'atmosphère pour le rendre plus sain, de vraiment changer la donne en termes de santé navale et de limiter drastiquement le nombre de malades. Donc en tout, c'est une commande d'environ 130 ventilateurs qui est faite à Henry Wellers, qui est chargé de les installer à bord des navires. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que y a des essais, il y a des installations, mais malgré un investissement qui est très important de la part de la marine, ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, les capitaines de navires trouvent que c'est très encombrant, que c'est vraiment pas pratique, que c'est vraiment pas très efficace. En fait, les marins, souvent, c'était notamment la machine qui a été produite par Stephen Ells et par Henry Wellers qui sont inspirés un petit peu. C'est des machines qui demandaient à ce qu'il y ait en permanence 2 marins qui pompent. Donc les marins, ça les faisait pas forcément rire non plus de devoir faire ça. Et donc finalement, c'est un échec en fait. Et il y a très peu de navires qui vont embarquer ces ventilateurs et vraiment les utiliser. Mais c'est assez important de voir à quel point c'est vraiment un investissement technique qui est majeur de la fin du XVIIIe siècle, qui a pas fonctionné. Il y a vraiment cette forme d'innovation qui est très importante. Avec le développement des voyages transocéaniques, on peut mettre en parallèle également l'histoire de la colonisation, on en a déjà un petit peu parlé. On va donc faire face à de nouvelles maladies, à de nouveaux climats, à de nouveaux modes de vie. On pourrait certainement faire un épisode complet sur ce sujet, mais est-ce que tu peux évoquer rapidement comment la médecine de l'époque va se pencher sur ces thématiques? Ce qui est central avec la question de la colonisation, c'est que il y a une même origine en fait, à la fois, on va dire aux deux champs de la santé que j'ai voulu étudier dans ma thèse, c'est-à-dire d'une part la médecine navale qui se développe avec les voyages transocéaniques, et d'autre part la médecine qu'on va appeler la médecine des pays chauds à cette époque, celle qui va s'intéresser aux maladies exotiques et en particulier celles des parties du monde qui sont situées entre les tropiques. En fait, tout ça c'est vraiment intimement lié parce que encore une fois, dans notre regard actuel
sur le voyage transocéanique. Ce qui nous paraît central, c'est ces notions de durée, mais ce qui paraît vraiment central et ce qui va vraiment définir le voyage transocéanique pour les personnes de l'époque moderne, c'est tout autant la durée du voyage que le fait de traverser un espace spécifique du globe qu'on appelait à l'époque la zone torride. La zone torride, c'est un concept qui remonte à l'Antiquité, qu'on retrouve déjà dans les météorologiques d'Aristote. Et c'est dans la conception géographique qui se développe à cette époque, on divise le monde en 5 parties. Il y a les 2 pôles, qui sont les zones glacées, frigida. Il y a la zone située entre les tropiques, qui est appelée la zone torride. Et il y a les 2 hémisphères tempérés, au nord et au sud. Et en fait, il y a une pensée très longue autour de cette zone parce que jusqu'à un moment assez avancé du Moyen-Âge, il y a vraiment des réflexions sur le fait de savoir est-ce que c'est une zone qui est habitable ou pas. Et quand les Portugais commencent à fréquenter cet espace, évidemment qu'on se rend compte que c'est une zone habitable. Il y avait déjà beaucoup de savants qui disaient que c'était le cas. Mais on va considérer que si elle est habitable, en fait, elle est pénible à vivre. Il y a un mot latin, c'est le indelectabilis, un lieu où on ne se délecte pas, on pourrait dire. Et en fait, au XVIe siècle, ça va prendre une autre forme, celui d'un espace qui est très propice à la maladie, qui est un espace pathogène où le risque de contracter une maladie est très important. Et ça, même quand on retrouve dans les premières définitions, alors le voyage transocéanique, c'est un terme que j'ai utilisé pour condenser ce dont je voulais parler et puis le théoriser correctement. Mais à l'époque moderne, on parle plutôt, à partir de la fin du XVIIe siècle, de voyage au long cours. Et le voyage au long cours, en fait, quand on regarde sa définition, certaines définitions disent le voyage au long cours, c'est le voyage qui traverse la zone torride. Parce qu'en fait, du point de vue de la difficulté du voyage, c'est le fait de traverser cette zone qui était considérée comme une zone brûlante, avec un climat particulièrement difficile, particulièrement chaud, et aussi particulièrement humide. Ça, c'est un point très important. Cet espace-là était vraiment considéré comme l'une des principales difficultés d'un voyage transocéanique, notamment parce que ce qui était très craint, par exemple sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, où s'effectuait la traite, mais aussi d'autres voyages qui après poursuivaient vers l'océan Indien, on craignait beaucoup la pluie. La pluie, en fait, de ces zones était considérée comme une pluie putride. Et il y a vraiment une idée selon laquelle si cette pluie-là touche des personnes, eh ben, ils vont tomber en putréfaction. Et la putréfaction, en fait, au XVIIe siècle, c'est la maladie. C'est vraiment comme ça qu'on perçoit la maladie. Quand les humeurs du corps se dégénèrent, on tombe en putréfaction. Et c'est la putréfaction qui va créer la maladie. Donc déjà, voilà, premier point, c'est que vraiment, c'est intimement lié. Le voyage transocéanique et la médecine qui va s'intéresser aux maladies exotiques et aux espaces du globe situés entre les tropiques, c'est vraiment très lié. Et ensuite, moi, ce qui m'a intéressé dans mes travaux, c'est le fait que à partir de la fin du XVIIe siècle, on a une médecine nouvelle qui va se développer, que j'ai appelée la médecine des colonies, pour la distinguer, alors à la fois d'un point de vue anachronique de ce qu'on appellera plus tard la médecine coloniale, et aussi la distinguer, même si ça reste très lié, de cette médecine navale qui prend en compte la zone torride et les difficultés que ça représente. Et aussi d'une médecine qui va s'intéresser au climat. Ça va vraiment être central. En fait, autant que l'atmosphère des navires était le centre de l'attention des marins, autant dans les espaces colonisés, par exemple pour la France, les Antilles, c'est le climat local, qui va être perçu comme l'une des principales causes de la maladie. Et il y a une histoire assez rigolote, alors peut-être pas pour lui, mais une anecdote assez intéressante. À la fin du XVIIe siècle, en fait, il n'y a pas de médecins aux Antilles. Il y a seulement des chirurgiens, on va dire, dont les compétences sont vaguement avérées. Et l'arrivée du premier médecin dans les Antilles, c'est à la Martinique, à la fin du XVIIe siècle, et c'est vraiment un petit peu un coup du hasard. Parce qu'en fait, il y a un médecin qui passait dans les environs pour s'intéresser aux plantes, qui s'appelait Lamartinière. Et à la même époque, en fait, il y a les premières épidémies de ce qui sera appelé ensuite la fièvre jaune, qui se développe dans les Caraïbes. Les administrateurs de ces îles-là proposent à ce médecin de rester sur place
pour aider à soigner les marins, soigner les populations, mais surtout conseiller les administrateurs en termes de santé publique. L'épidémie, alors qu'on appelait à l'époque mal de Siam, se développant, la martinière, se rend compte que quand même c'est pas très amusant de vivre sur une île à cette époque-là, que la vie est très chère et que en fait il préférerait quand même plutôt rentrer en France. Et en fait, jusqu'à sa mort 25 ans plus tard, le pouvoir royal va lui interdire de revenir en France. Donc ça va être le seul médecin à exercer dans les Antilles durant toute cette période. Et à son décès, le conseil de marine décide qu'en fait il faut le remplacer. Et à partir de ce moment-là, en fait, on crée une nouvelle population de médecins du roi aux colonies qui vont commencer à s'installer à partir des années 1720-1730 et qui vont venir peupler les Antilles. Et ça, c'est important du point de vue de la production et de la circulation des savoirs, parce que ces premiers médecins, mais aussi chirurgiens parfois, parce qu'on avait des chirurgiens plus compétents, qui venaient notamment des chirurgiens de marine formés dans les écoles de Rochefort, de Brest et de Toulon, qui viennent s'installer parfois dans les colonies, et qui vont forger une nouvelle sorte de médecine qui va être dirigée pas seulement vers l'étude du climat et des maladies des pays chauds, mais à la santé des populations qui peuplent les Antilles. À la fois les populations occidentales, mais aussi les populations africaines, arrivées via la traite négrière. Et il y a même le premier traité qui est consacré aux populations nées d'origine européenne, mais nées dans les Antilles. Et on a vraiment une nouvelle forme de médecine des colonies qui se développe à ce moment-là et qui va étudier à la fois l'influence du climat sur les corps, mais aussi vraiment de manière très précise quelles étaient les maladies qui frappaient les populations. On a donc évoqué un certain nombre de sujets autour de ta thèse. Je signale aux auditeurs et aux auditrices que celle-ci va être publiée très prochainement, là, le 14 septembre 2023, aux éditions Les Indes Savantes, dans la collection Rivage d'Exanton, sous le titre Hygiène navale et médecine des colonies en France, 16e, 18e siècle. Donc, si vous avez apprécié cet entretien, rendez-vous chez votre libraire pour en apprendre beaucoup plus sur les travaux de Guillaume. Et quels sont tes projets actuellement? Sur quoi tu travailles? Alors, donc actuellement, dans le cadre de mon postdoc, je suis passé un petit peu à une autre période. Je voulais voir un petit peu d'autres choses et je travaille sur l'histoire de la syphilis dans le monde colonial et en particulier dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne entre la fin du 19e siècle et les décolonisations. On retrouve en fait des thématiques un peu similaires finalement à ce que j'ai fait pour l'histoire de la marine et pour l'histoire du XVIIIe siècle, parce que je m'intéresse notamment, encore une fois, à l'innovation technique, comme pour le ventilateur d'Henri Wöhlers que j'ai évoqué tout à l'heure. Je m'intéresse notamment à ce qui n'a pas vraiment marché. Je trouve que c'est un angle assez passionnant de la recherche historique et qui est un petit peu négligé. Et par exemple, en ce moment, je m'intéresse à des machines de test développées pendant la Première Guerre mondiale et que en fait, l'institut qui les a développées, qui est l'Institut Verne, qui existe toujours à Paris, a voulu en fait étendre au reste du monde colonial. Voilà, je m'intéresse à ces innovations techniques et puis je m'intéresse aussi plus largement à l'histoire de la prise en charge de la syphilis, mais aussi de d'autres maladies tropicales qui étaient des maladies proches, notamment le pian, qui est une maladie, une tréponématose endémique, donc c'est-à-dire une maladie sœur de la syphilis, qui n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Et je m'intéresse aux politiques de santé coloniale liées à ces pathologies, à leur prise en charge, avec aussi dans l'idée de comprendre pourquoi est-ce que ces pathologies ont été négligées durant ces périodes, aussi éventuellement quelles ont été les conséquences de ça au moment où l'OMS se met en place et commence à lancer des programmes importants de lutte, en particulier contre les tréponématoses, la syphilis et le pian. Des sujets encore très intéressants. Peut-être qu'à l'avenir, on en rediscutera à ce micro dans quelques temps quand tu auras terminé tes travaux là-dessus. Eh bien, merci Guillaume pour ta participation à cet épisode. C'était vraiment un échange très enrichissant et j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus prochainement en lisant ton ouvrage.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous retrouverez quelques informations complémentaires à cet épisode, et notamment les références citées par Guillaume sur le site internet de la Podcast. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, pour suivre l'actualité du podcast, et également pour d'autres publications autour de l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Pour soutenir la Podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt!